Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, je m'appelle Dominique Carreau, je suis spécialiste en arts plastiques. J'ai enseigné avec tous les groupes d'âge, mais particulièrement avec la petite enfance et beaucoup avec les enseignantes de maternelle. J'enseigne aussi au Cégep régional de la Naudière. J'ai enseigné en technique d'éducation à l'enfance. J'enseigne aussi à l'UQAM. Je donne le cours didactique des arts plastiques au primaire. Alors voilà pour ma présentation. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est un livre. J'ai voulu faire un répertoire d'idées, mais particulièrement un répertoire de lieux de création. Je trouvais fascinant de voir les enfants travailler dans différents endroits dans le local qui moi, personnellement, j'aurais pas osé proposer. Alors, j'ai commencé à consigner ces idées-là et j'en ai fait un répertoire. Alors, le livre. Le livre, c'est un répertoire de techniques et de lieux favorables à l'expression plastique. Donc, lorsqu'on a à créer, on amène l'enfant à créer, faire des activités d'art plastique, il va le faire avec une technique, en dessin, en peinture, en modelage, mais il va le faire dans un lieu. Les lieux les plus utilisés vont être évidemment la table. Et si l'espace nous permet, des fois, ils vont travailler au plancher, des fois, on va mettre les feuilles au mur. Si on a aussi de l'espace, des fois, ça va être les chevalets. Des fois aussi, on va leur proposer de travailler à la fenêtre. Donc, ça fait des lieux de création assez diversifiés, mais c'est possible d'aller encore plus loin. J'ai remarqué que les enfants avaient des super de bonnes idées des fois, puis ils m'étonnaient, et ils me laissaient des fois perplexes. La première fois où j'ai eu une surprise, c'est quand ils sont descendus de table, ils sont allés se cacher sous la table. C'est clair que j'aurais pu dire que j'ai un problème de discipline, mais j'ai décidé de jouer le jeu et je suis allée en dessous de la table avec eux pour expliquer. J'ai toute fait la phase de mise en situation ou d'inspiration, je l'ai faite sous la table. Et les enfants ont trouvé ça drôle que je sois en dessous de la table avec eux et ça a très bien été. À partir de ce moment-là, j'ai trouvé ça original et j'utilisais comme des fois leurs propres idées ou des fois pour... En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas toujours obligé de créer des surprises avec les enfants, mais ça crée un élément dynamique au moment où les enfants peuvent être moins motivés à l'activité. Où là, je disais, OK, on tasse les tables et là, on va trouver une autre façon de travailler. Donc, c'est un répertoire de lieux, de création. Les idées viennent de moi, mais une bonne partie viennent des enfants et une autre grande partie viennent des éducatrices avec qui j'ai travaillé et les enseignantes de maternelle. En leur disant comment moi je trouvais ça intéressant, elles me nourrissaient en idées. Donc à partir de là, j'ai commencé à écrire toutes ces idées-là pour en faire un répertoire. En fait, au départ, j'ai fait ma thèse de maîtrise sur ce sujet-là. Et après, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de recréer ou de photographier tous ces lieux-là, d'où le livre, le répertoire de lieux de création. Alors, à qui s'adresse le livre? Bien, toutes les personnes qui travaillent avec la petite enfance dans les milieux éducatifs et les personnes, les enseignantes du préscolaire. Okay? Évidemment, ça pourrait aussi être les parents ou pourrait aussi être les enseignantes de première à sixième année en adaptant ou en tout cas en trouvant une petite folie qui pourrait les allumer. J'ai voulu un livre qui avait beaucoup d'images pour contrer un peu le Pinterest où on est pressé comme enseignant de trouver rapidement des idées, puis on a des fois tendance à aller sur Pinterest. Alors, c'est dans ce sens-là que j'ai fait un livre où je voulais le moins possible parler et de montrer le plus de photos. Donc, on prend le livre, on l'ouvre et on fait « Ah oui, ok, ça c'est bon, puis go, ça me donne une idée pour aujourd'hui. » Donc, toutes les personnes qui travaillent avec la petite enfance et le préscolaire, et pourquoi pas le primaire et les écoles, les classes au secondaire, évidemment, en adaptant.
Alors, les lieux, je les ai divisés en deux parties. Donc, les lieux situés à l'intérieur de l'établissement et les lieux situés à l'extérieur de l'établissement. À l'intérieur, on retrouve encore 3 chapitres, 3 catégories. La première, j'ai fait les espaces environnement. Donc, si je vous en nomme, le plancher, le mur, les plafonds, les fenêtres, portes, les colonnes si on en a. Ensuite, les petits espaces de création, les grands espaces de création, les corridors et l'escalier. Donc, je termine ce chapitre-là avec les escaliers, où on a les escaliers, la marche, la contre-marche et les rampes d'escalier qui sont des lieux qu'on peut exploiter. Ensuite, mon deuxième, c'est l'espace équipement. Alors, dans cette catégorie-là, on retrouve les tables, les chaises, chevalets, le miroir, les tableaux, le module de motricité, les cerceaux, les matelas ou tapis de sol, les bacs à eau, bacs à neige, tous les types de bacs possibles, le lavabo et pourquoi pas la toilette, l'espace sur soi et l'espace improvisé et symbolique. La troisième catégorie que j'ai faite, c'est la combinaison des espaces, autant environnement, en temps équipement, donc ça devient les combinaisons. Il arrive des fois que les enfants utilisent tout le local pour travailler. Ils vont faire un peu sur table, un peu au sol, un peu au mur, donc différents endroits en même temps, donc la totalité du local. Ensuite, j'ai fait des sections, le coin peinture, le coin des blocs, le coin menuiserie, le coin couture ou l'art textile, le coin ordinateur qui est de plus en plus populaire dans nos classes, et j'ai mis un petit sur l'espace introspectif, l'espace avant la création, celui qui est situé dans notre tête où on est en train de réfléchir. Maintenant, pour les espaces extérieurs, en dehors pas seulement du local, mais à l'extérieur de l'établissement, j'ai fait l'espace environnement et équipement ensemble, c'est-à-dire les murs, fenêtres, patios, tables, la clôture, les aires de stationnement, le module de motricité et les grands espaces, le grand espace de la cour. Ensuite, j'ai fait une section uniquement sur les surfaces au sol exploitables. Donc là, à ce moment-là, je pense les trottoirs, les bordures de rue, l'asphalte, le sable ou les carrés de sable, les cailloux, la boue, les flaques d'eau, pelouse, neige, qui sont des surfaces à exploiter. Et le dernier chapitre sur les espaces publics et privés, vraiment où on sort on sort de l'établissement, donc le quartier, on marche sur la rue, on visite le quartier, les parcs, les terrains de jeu, pourquoi pas aller à la ferme. J'ai même trouvé un espace dans un aéroport, un espace dédié aux enfants et une section importante sur le musée d'art, amener les enfants au musée, pourquoi pas aller visiter les ateliers des artistes et aussi pourquoi ne pas visiter en art visuel les ateliers au cégep et à l'université. Moi, j'avais 12 ans quand ma mère m'a emmenée à l'école des beaux-arts et ça a été un coup de foudre à ce moment-là. J'étais surprise, impressionnée de voir les artistes travailler, pas toujours assis à un pupitre. Et j'ai 12 ans, là, moi je suis en 6e année, donc je trouve ça bien impressionnant de voir des artistes grimper à des escabeaux, soit au sol, même assis sur les tables. Ça m'avait impressionné, puis je me suis dit, quand je suis sortie, moi quand je vais être grande, je vais être sculpteur, puis je vais être une artiste. D'où la motivation de ce projet de recherche. Quels sont les avantages d'utiliser différents lieux de création? Principalement, c'est l'adaptabilité. L'enfant a à s'adapter à chacun des lieux. Lorsqu'il travaille à la table, puis il n'y a pas beaucoup d'espace, il s'adapte. Lorsqu'il travaille à la table, mais qu'il y a beaucoup d'espace, il s'adapte aussi. Si je lui propose d'aller travailler en dessous de la table, il est encore en train de s'adapter. Si je lui donne une très grande feuille, puis que lui, il choisit un petit espace, il faut qu'il s'adapte. Comment il va adapter son geste. S'ils sont plusieurs en dessous de la table, là aussi, il va falloir qu'il s'adapte au peu d'espace ou au grand espace. Il y a à s'orienter.
à s'orienter dans l'espace. S'il travaille en peinture, il travaille au mur, il va chercher de la peinture, peut-être qu'il va faire des collages aussi. Il peut, à différents lieux du local, se procurer les matériaux. Lorsqu'il travaille dans le coin bloc, ou il est en train de jouer dans le coin bloc, il fait ses structures, puis à un moment donné, il veut ajouter des personnages, donc il va aller dans le coin poupée et revenir. Donc, il s'oriente dans l'espace pour aller chercher ses matériaux. Okay? Je vais revenir à tout l'espace créatif, mon niveau encore adaptabilité, encore un peu un mix de tout ça. Lorsqu'il travaille dans un petit format, ben son geste est beaucoup plus restreint, il s'adapte. Lorsqu'il y a une très grande feuille, son geste est beaucoup plus libéré, donc ça va changer au niveau de l'image qu'il va faire. Ça répond aussi aux besoins de bouger de l'enfant. Okay? De ne pas toujours être assis à la même table, à la même place, donc son besoin de bouger, de se déplacer. Puis il y a des enfants, c'est l'inverse, ils ont besoin des espaces intimes, très restreints, petits. Quand je leur propose de dessiner, de rentrer dans une boîte de carton, puis de dessiner dans la boîte, il est content. Lorsqu'il va en dessous d'une table, puis on met une nappe, je ne mets jamais la nappe jusqu'à terre, ça me permet de les voir. Ça répond à son besoin d'intimité puis d'introspection. J'aime bien aussi garder un temps, mettons le vendredi, je dis aujourd'hui tu décides à quel endroit tu vas partir avec tes crayons feutres pour dessiner. L'enfant il est obligé de réfléchir à comment il se sent puis qu'est-ce qu'il a besoin. Est-ce qu'il veut travailler en diade ou il veut travailler seul? Est-ce qu'il veut travailler dans un espace restreint ou un grand espace? Donc c'est lui qui décide puis il est obligé de réfléchir, donc on travaille sa connaissance de soi puis de l'affirmation de soi. La seule consigne que j'y donne, c'est on va vérifier quand tu vas choisir un lieu de création si le lieu est sécuritaire. Un exemple que j'ai, c'est que l'enfant avait choisi l'étagère avec des jouets. Donc, il a retiré les jouets, puis on vérifie si l'étagère, quand il va se coucher sur la tablette, si c'est sécuritaire pour lui. Donc, on vérifie ensemble. Donc, l'enfant développe aussi un processus de se sécuriser. Et on doit aussi s'entendre que quand il va avoir fini son activité de création dans ce lieu spécial, qui est la tablette de l'étagère, il va falloir qu'il remette les objets à sa place. Puis, les lieux sont... Jamais, moi, j'aurais proposé à un enfant en dessous du lavabo. Donc, tu parles d'une place, toi, en dessous des lavabos. J'ai déjà vu aussi les matelas de sol. Bien, l'enfant s'était glissé entre les matelas de sol. J'étais un peu mal. Je me disais, j'ai seulement dit, tu vas être devant, en avant, pas dans le fond. Bien, j'avais peur qu'il étouffe, finalement. Donc, on négocie avec l'enfant. Je lui dis de quoi j'ai peur. Donc, comme ça, il apprend. Donc, c'était entre les matelas de sol. J'ai fait une section, le lieu symbolique, c'était une histoire qu'on m'avait racontée. L'enseignante, elle fait toute l'inspiration sur les personnes signifiantes pour eux. Souvent, c'est les parents, le papa, la maman. Puis là, après, elle leur demande d'aller dessiner la personne qui est importante pour lui. Et l'enfant est allé dans le coin poupée, a pris le berceau, a enlevé la tablette du fond parce qu'il n'avait pas le droit de rentrer dans le berceau parce que c'était trop dangereux, qu'il brise le fond. Donc, il se couche, il s'assoit dans le berceau, puis il dessine sa maman. Donc, le lieu devient symbolique de son dessin. Donc, c'est très intéressant de proposer à l'enfant à quel endroit, toi, aujourd'hui, tu as le goût de dessiner. Alors, j'aimerais arrêter de parler et de vous présenter une vidéo qui image bien qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre. La première vidéo que je vous présente, c'est les lieux à l'intérieur de l'établissement et celui qui s'appelle Espace Environnement. Donc, ça veut dire les murs, les murs, le plancher, le plafond, fenêtre, etc. Et donc, il y a des lieux qu'on connaît bien, mais vers la fin, des lieux qu'on utilise probablement beaucoup moins, c'est-à-dire comme l'escalier et les corridors. J'aimerais ça que vous portiez attention aux avantages de chacun des lieux. Et aussi, j'ai introduit dans mon livre et dans la vidéo, je présente des artistes professionnels, contemporains, qui utilisent ces mêmes lieux-là pour leur propre création. Donc, j'ai toujours je trouve important de présenter ces artistes-là aux enfants ou aux élèves. Voilà.
Dès que le petit enfant commence à marcher à quatre pattes, le plancher devient sa référence première. Il en observe de près tous les détails. C'est donc un acte naturel et spontané que de créer sur le plancher. En voici les nombreux avantages. Il permet d'avoir de l'espace pour créer. Le corps est sollicité différemment que lors de création aux tables. Ils peuvent dessiner assis, couchés à plat ventre ou accroupis. Le sol favorise la proximité avec le sujet observé et dessiné. Il autorise la production de créations gigantesques qui peuvent atteindre le double ou le triple de la taille de l'enfant. Il permet de réunir plusieurs enfants et adultes autour d'une même réalisation. Le sol offre l'espace requis afin de peinturer debout avec ses pieds ou être assis au sol à peindre le dessous de ses pieds. Ou, étendu bien au milieu de la feuille, étirer son corps au maximum pour dessiner le plus loin qu'il lui est possible. Dessiner le contour de ses jambes serait difficilement réalisable autrement qu'au sol. En l'absence d'une feuille pour délimiter l'espace, le sol est investi sur une plus grande surface, comme ici avec des tracés et de formes diversifiées selon les matériaux utilisés, grains, maïs, lin, riz, lentilles, rubans adhésifs colorés ou d'objets assemblés pour réaliser un mandala. Quand l'adulte est assis au sol parmi les jeunes, ils écoutent et voient mieux les explications. Il n'y a pas que les enfants qui aiment créer au sol. Même l'artiste peut décider de s'y installer pour créer à grand format et profiter du point de vue en plongée. Les écrits recommandent de disposer au moins d'un mur libre dans le local pour y créer car les avantages sont nombreux. Debout, devant sa création, l'enfant peut bouger, changer de position, être accroupi, à genoux ou sur la pointe des pieds afin de rejoindre le bas et le haut du papier. Il permet une liberté de mouvement dans ses gestes. Si le mur est protégé, l'enfant peut déborder, ce qui le dégage de la peur de dépasser, libère son geste, lui permet d'être beaucoup plus spontané. Ce mur rempli de taches de couleurs devient ainsi à lui seul une œuvre d'art. Idéalement, un mur doit être disponible sur toute sa hauteur. Il permet ainsi à l'enfant de choisir la dimension de sa création et de pouvoir ajouter des feuilles au fur et à mesure du besoin d'extension. Le fait de créer au mur permet de prendre du recul pour évaluer sa réalisation. Le mur permet d'exploiter la verticalité de l'image picturale, de diriger son regard vers les hauteurs, d'exécuter des gestes de haut en bas et de bas en haut, de découvrir un format allongé qui diffère du format standard 8,5 par 11. Avec un marchepied, il peut aller encore plus haut que le lui autorise son corps. Si le travail au mur permet d'exploiter la verticalité, il permet aussi d'exploiter l'horizontalité. Un lieu de création vaste aide le jeune à chercher l'illimité, à vivre la démesure. Il facilite aussi la création en collectif qui favorise la sociabilisation. Une autre façon d'explorer l'espace gauche-droite est de proposer le défi de dessiner simultanément avec les deux mains en développant ainsi sa latéralité. Les artistes en art visuel aiment particulièrement travailler librement sur ces grands espaces au mur. Pour trouver des endroits sombres pour projeter de la lumière ou pour créer des ombres, il part à la recherche de lieux parfois peu exploités et inusités. En dessinant le contour des ombres, il développe la précision du geste. S'il s'amuse à déplacer une puis deux sources de lumière à la base des objets, il découvre que les ombres se projettent à différentes hauteurs et s'entrecroisent, donnant naissance à la danse des ombres.
L'effet est spectaculaire si on exploite les blocs transparents de couleur ou les blocs arc-en-ciel. Le fait de présenter les œuvres de Joël Morosoli permet de découvrir que l'ombre et la sculpture ne font qu'un pour cet artiste. Il existe une diversité de types de murs, en voici quelques-uns à exploiter. Les dessous d'escalier présentent le défi de dessiner sur une surface oblique. Les paravents permettent de varier les angles et procurent des espaces d'intimité. Les murs à angle droit, intérieur ou extérieur, avec leur surface en coin, offrent d'autres défis à l'activité créatrice. Un demi-mur troué avec des ouvertures rondes permet à l'enfant d'y déposer ses crayons pendant qu'il dessine sur une feuille fixée à ce mur. Une cloison vitrée à la hauteur des enfants permet d'y créer tout en gardant un contact visuel avec les enfants de l'autre côté. Un mur de plexiglas suspendu permet de créer des deux côtés à la fois. Et pourquoi pas des murs bombés, des murs arrondis, un mur capitonné et confortable, un mur doux en feutrine. Tous ces types de murs apportent de nouveaux défis créatifs. Et il existe le mur à idées. Il n'est pas un espace de création. Il est un espace de référence où on y fixe des images de photos réelles qui nourrissent l'imaginaire. Le coin des sciences accompagne et complète ce mur à idées. Quel plaisir pour un enfant d'atteindre le plafond. En le touchant, il prend conscience de la hauteur de son corps. Généralement, on invite les enfants à concevoir à la hauteur des yeux et une fois suspendu, une nouvelle perspective visuelle apparaît. En fermant la lumière du local, les enfants, assis ou couchés au sol, projettent au plafond le faisceau d'une lampe de poche et regardent l'effet produit. Toujours avec la lampe de poche, les jeunes ajoutent des pellicules transparentes de couleur. On peut aussi descendre les tuiles du plafond pour les peindre et les réinstaller une fois la création terminée. Difficile d'accès, le plafond demeure une surface sous-utilisée. Pourtant, encadré par un adulte et des équipements adéquats, l'enfant est ravi d'y grimper. L'utilisation de la cage à grimper, l'installation de paliers successifs ou d'un escabeau reliant le sol au plafond permettent des voies d'accès sécuritaires. Cette vision en plongée inspire le photographe contemporain Alain Paiement. Il prend des photographies en plongée avec lesquelles il réalise des images composites reconstituées numériquement. L'artiste Joël Morosoli a exploité le plafond comme lieu de création avec sa sculpture en mouvement. Chaque fois que l'on présente aux enfants des œuvres d'artistes professionnels, on enrichit ces chaînes de référence pour ses futures créations personnelles. En regardant par la fenêtre, le jeune a l'impression de ne pas être coupé du monde. La transparence de la fenêtre amplifie l'idée de l'espace car elle porte les regards au dehors. En fixant une feuille sur cet espace de création, particulièrement inspirante, il permet à l'enfant de dessiner tout ce qu'il voit à l'extérieur. La fenêtre est une surface irréelle, immatérielle, qui intrigue et désoriente, car sur certains angles, elle reflète son image. Spontanément, il s'amuse à écraser son petit nez sur la fenêtre ou à passer d'interminables moments à embuer la vitre pour tracer des dessins avec ses doigts. Afin de faciliter l'accès à la fenêtre, on peut positionner les tables près du mur de cette fenêtre. Ils peignent debout ou accroupis selon leur désir. On peut aussi leur permettre de monter sur les chaises. Le collage de papier construction fixé avec de la colle en bâton repositionnable ou du papier cellophane fixé sur une pellicule plastique transparente autocollante recouvrant la fenêtre génère des résultats intéressants. Une autre activité à exploiter consiste à colorer les formes abstraites perceptibles à travers la feuille blanche fixée à la vitre.
La porte symbolise la frontière entre un espace intérieur et un autre extérieur. Sur un côté de la porte, une réalisation peut accueillir ceux qui entrent. Parfois, la porte est vitrée et se situe à la hauteur des enfants pour y dessiner directement avec des crayons lavables ou sur un acétate fixé sur la fenêtre. On peut aussi munir cette fenêtre d'un rideau ou d'une petite porte en carton réalisée par les enfants. Il existe aussi des portes coulissantes. Il existe également des portes repliables sur elles-mêmes. Chaque panneau peut délimiter le territoire de travail d'un enfant ou créer sur toute la surface et replier les portes selon le besoin d'espace. Les cadrages de portes offrent aussi une autre opportunité de lieu de création. Les locaux sont parfois munis de colonnes, ces supports verticaux reliant le plancher au plafond. Protégés par du papier ou un plastique transparent, ces volumes tridimensionnels peuvent accueillir différentes activités créatrices, dessin, peinture, collage, etc. Créer dans un petit espace offre un moment de solitude et de silence. Un endroit restreint invite à travailler en plus petit et même parfois en miniature, comme l'image que l'on trouve sur un timbre, et oblige ainsi le geste à s'adapter et le contraint à s'exprimer avec plus de minutie. Les enfants trouvent facilement des espaces pour se protéger ou se dissimuler lorsque nous leur proposons ce défi. Chaque enfant s'installe au sol dans un coin en retrait et observe un détail du local qu'il voit à partir de son point de vue et il est invité à le photographier puis de partager sa découverte au groupe. Il est souhaitable de réserver un espace spécifique pour les grands projets collectifs. Nul doute que des projets de cabane à l'aide de grosses boîtes de carton sont un incontournable. Graduellement s'y ajoutent de grandes couvertures, des chaises et différents matériaux. Les enfants bougent et s'orientent dans le local quand ils vont se procurer matériaux de récupération dans le coin d'art plastique, les couvertures et les épingles à linge dans le coin des poupées et les planches de bois dans le coin des blocs. Durant la construction, il interagit avec sa propre personne, avec la hauteur de ses grands tubes de carton. Il interagit aussi avec un camarade en lui demandant de l'aide. En tentant de s'y dissimuler, il explore l'espace intérieur et extérieur de sa construction. Un coin réservé pour les grands projets laisse la place pour peindre au rouleau sur ces grandes surfaces sans avoir peur de tout salir. Ou de peinturer ces grandes boîtes en projetant de la peinture avec des seringues. Permet de se construire une grande fusée en collectif. Construite à partir de grosses boîtes de carton, chaque enfant trouve des solutions de structure et d'assemblage en hauteur. Voici un autre projet qui requiert un grand espace. Pour créer ces sculptures vivantes, les élèves se recouvrent de tissu blanc extensible qu'ils étirent au gré de leur fantaisie. Ces grands projets d'envergure ont l'avantage d'encourager la persévérance et la collaboration, en plus de développer le sentiment d'appartenance au groupe. Le corridor permet le passage progressif d'un lieu à un autre. Ces murs servent généralement à y afficher les travaux des enfants et à identifier les crochets du vestiaire. Mais il peut être stimulant pour les enfants de créer dans cet espace allongé. Par exemple, ces derniers peuvent y assembler divers objets et exploiter ainsi l'horizontalité qui le caractérise. Des rubans fixés d'un mur à l'autre transforment le lieu de passage en un espace créatif tridimensionnel ludique. Patricia Gauvin, invitée comme artiste à l'école, a proposé une création d'une forêt enchantée peinte sur les casiers par les élèves du 2e cycle.
L'escalier est un espace à la fois vertical et oblique qui mérite qu'on s'y attarde. Ici, chaque élève a réalisé un segment d'une chenille de monarque qu'ils ont collé à une contre-marche pour donner l'impression qu'elle monte l'escalier. Une deuxième chenille est venue s'installer à côté de la première. Suite à l'activité des chenilles, les élèves ont créé en classe des papillons à la gomme réserve et à la gouache en pastille. Les élèves ont été invités à dessiner des fantômes expressifs qu'ils pourraient rencontrer dans ce lieu peu commun pour y dessiner. Une autre façon d'exploiter l'escalier est une histoire dessinée d'une contre-marche à l'autre, comme les cases d'une bande dessinée. Les marches peuvent servir aussi de socle à d'éventuelles sculptures qui tiennent compte des paliers. Bien sûr, les productions doivent être retirées de cet espace en raison de sécurité. C'est pourquoi elles entrent dans la catégorie des œuvres éphémères, des œuvres in situ, ce qui permet d'initier les enfants à un aspect de l'art actuel. La rampe d'escalier peut recevoir un ornement sculptural. Entre les barreaux, il est amusant de tisser avec des brins de laine, des bandes de tissu ou encore avec des cordes à danser. Afin de favoriser l'émergence de nouvelles créations dans les escaliers, présentez l'artiste Mademoiselle Maurice avec son installation en art éphémère de 25 000 pliages en origami. Alors pour la deuxième vidéo, j'ai choisi les espaces extérieurs et ceux qui sont particuliers au sol, donc les créations qui vont se faire dans différents types de matières comme l'asphalte, le sable, le gazon. C'est beaucoup relié au land art automatiquement, beaucoup dans l'œuvre éphémère aussi. Ce qui est intéressant quand ils sont à l'extérieur, c'est qu'il y a un public qui peuvent voir, ils peuvent les voir, les enfants en train de créer. Ils peuvent même avoir une interaction avec des adultes qui passent et puis ils disent ben, qu'est-ce que tu fais? Puis l'enfant va expliquer. Donc, pour l'enfant, c'est extrêmement valorisant de parler à des adultes qui s'intéressent un tant soit peu à ce qu'il est en train de faire. Donc, ça permet un beau moyen de communication. Puis, vous regarderez aussi tous les autres avantages de travailler à l'extérieur de l'établissement et les surfaces au sol. Voilà. Être assis à une table représente l'usage le plus répandu. Cependant, cette position limite parfois les mouvements des bras et du corps. Limite aussi les grandeurs des créations en raison du nombre d'enfants et du peu d'espace disponible. Il est aussi possible de laisser choisir les jeunes d'être debout ou assis à la table. En étant debout, toute la surface de la table peut être investie par la création. En grimpant sur cette table, ils ne voient plus leur création à la hauteur des yeux, mais en plongée. Faire de la peinture digitale debout devant une table exige une meilleure utilisation des muscles des bras et offre une meilleure vue d'ensemble. L'exercice favorise aussi la mobilité. Il permet l'amplitude des gestes et l'extension de tout le haut du corps. Des ateliers, composés chacun d'un petit groupe d'enfants réunis autour d'une table, offrent une solution au problème d'espace. Si on dispose de plusieurs tables, les enfants se divisent en sous-groupes et s'affairent à des réalisations collectives. Offrir un espace restreint permet aux jeunes plus solitaires de faire ces expériences créatives en toute tranquillité. Il est souhaitable d'avoir des tables disponibles pour des créations éphémères qui se font et se défont selon le désir du créateur. La table de forme ronde rappelle la forme d'un mandala et les tables de forme organique et asymétrique viennent dynamiser l'intérêt et influencer les créations. Maintenant, découvrons comment exploiter de façon plus ludique et inusitée les tables. Pourquoi ne pas coller la feuille sous celle-ci pour y dessiner ou y peindre? L'enfant, caché sur cette table, n'a pas à négocier son espace et à partager son matériel.
Si on recouvre la table d'une couverture ou d'un rideau, l'enfant ressent encore plus d'intimité. Ils prennent plaisir à y dessiner, seuls ou en diade, même si cet espace est parfois restreint. Des tables juxtaposées en longueur offrent la possibilité de peindre sur un format inhabituel. Amusons-nous à modifier la position de la table. Lorsque celle-ci est placée à l'envers, cet espace limité se transforme, selon l'imaginaire, en un espace symbolique illimité en devenant une auto, un bateau et quoi d'autre. Cette table peut se transformer en un théâtre d'ombre. Renversée sur le côté et placée debout, elle devient un mur droit. Appuyée sur ses deux pattes, elle devient légèrement inclinée. On peut y dessiner seul ou deux par deux. On peut créer à l'arrière de cette table ou des deux côtés à la fois. Un coin se crée par l'intersection de deux tables. Encore un autre espace d'intimité. La table, déposée sur 4 blocs, permet aux enfants de modeler à la hauteur de leurs yeux. Quoi faire lorsqu'il manque de table? On peut utiliser le dessus d'une étagère. Ce tableau à dessin sert à la fois de support et de table. Ces blocs de bois ont été choisis spontanément comme table improvisée. Les tables lumineuses sont fascinantes. Elles proposent un défi créatif qui consiste à organiser l'espace en exploitant la translucidité et l'opacité des objets. Sur le sable noir déposé sur la table lumineuse, l'enfant réalise des traces afin de faire réapparaître la lumière. Et sur cette table lumineuse, il est aussi possible de peindre avec de la peinture digitale en essuyant celle-ci avec les doigts, les paumes de main et en grattant avec ses ongles. Et si la chaise devenait une table de création nouveau genre? Nous avons demandé aux enfants d'un CPE de trouver différentes façons de la disposer, de se placer sur celle-ci et de trouver une manière d'y fixer leurs feuilles pour y dessiner. Nous l'avons aussi demandé aux élèves de la maternelle. Quel bel exercice de créativité et de résolution de problèmes. Puis, nous l'avons demandé aux élèves de 9 à 12 ans du service de garde et à leur façon, ils ont pris le défi très au sérieux. Ce qui est intéressant de constater, c'est que certains enfants peu motivés au dessin se découvrent un intérêt soudain à l'activité. Les chevalets peuvent servir autant pour le dessin que pour la peinture. Nous verrons dans la section du coin peinture plus en détail les avantages et les inconvénients. Un miroir fixé au mur à la hauteur des jeunes demeure un élément qui concourt à leur développement car en interagissant devant ce miroir, ils découvrent que l'image reflète leur corps. Ils apprennent à inverser les mouvements à droite, à gauche et à prendre conscience de leur corps de façon plus globale. Ils découvrent leur propre image, les parties distinctes de leur corps et les liens entre elles. Un miroir posé au sol invite l'enfant à observer son reflet dans un autre angle, puis il est invité à dessiner ce qu'il a vu. Une autre possibilité est d'inviter à organiser des petits objets de couleur sur une surface en miroir. Cette garderie a peint ses murs du bas avec de la peinture à tableau. Les jeunes ont tout le loisir de dessiner à leur hauteur et sur un grand format. Même à l'école, les enfants y dessinent avec empressement et énergie ou avec lenteur et concentration, selon l'émotion du moment. Ces formes juxtaposées de couleurs représentent bien le phénomène arc-en-ciel de cet âge. Dessiner au tableau un gribouillis à grand format permet de se libérer de la contrainte de faire un beau dessin, libère le geste et lui donne de l'amplitude. Dessiner debout sur des chaises permet d'occuper l'espace du haut du tableau.
Si un élève décide de dessiner seul, il a la chance d'avoir un très grand espace pour créer. Ces 2 tableaux blancs d'un ancien meuble de peinture ont été installés dans un coin de mur. Les enfants peuvent ainsi y dessiner sur les 2 surfaces à la fois, comme les pages d'un livre ouvert. Avec ces panneaux de modules démontables, ces jeunes se créent des habitats selon leur fantaisie créative. Avec des consignes claires d'utilisation, ce module présente un éventail de surfaces sur lesquelles ils prennent plaisir à se chercher une place qui leur convienne pour exécuter un dessin. Lorsque nous offrons le cerceau, il symbolise un endroit imaginaire et favorise l'exécution d'une image à l'intérieur ou à l'extérieur de cet espace. Du point de vue symbolique, ce cerceau fait référence à un mandala. Les cerceaux de diamètre variés privilégient l'exploitation de réalisations à différentes échelles. Avant la sieste, il y a un temps de détente sur un matelas de sol. Seuls ou en diade, ils installent leur matelas à l'endroit de leur choix, face à face ou côte à côte, et ils peuvent y dessiner. Ces matelas sont une façon de s'approprier une partie de l'espace et d'en fixer les limites. L'enfant trouve agréable le fait de se retrouver seul sans avoir à partager son espace et son matériel avec ses camarades. Ces grands matelas de gymnase placés debout à la verticale permettent d'expérimenter un autre type d'espace pour dessiner en toute intimité et complicité. Les bacs se prêtent à l'exploration et à la manipulation de différents matériaux. Ce sont des créations éphémères. Seule la photographie permet de laisser des traces de leur expérience ou de leur création. Les bacs à eau. L'ajout de roches, de colorants, petits objets qui flottent ou non, augmente le plaisir de manipuler et de créer en disposant ces objets dans le ou les bacs. Ils peuvent être déposés au sol ou sur une table ou sur un comptoir. L'addition de savon dans cette eau colorée amène la formation de bulles colorées. Un bac peut se créer à partir d'un simple plateau. Avec cette pâte très molle, un enfant manipule cette matière étrange. Avec cette pâte à modeler plus ferme, il place et replace des cailloux. Avec ce sable, il dessine avec les doigts, avec une paille ou un entonnoir. Sur le plan esthétique et symbolique, il est important d'apporter une attention particulière aux accessoires offerts aux enfants pour créer dans les bacs. Dans ces petits contenants de moules à muffins, les enfants organisent l'espace avec différents objets. Dans ce bac à neige, les enfants façonnent des bonhommes de neige qu'ils habillent de matériaux de récupération. Dans ce récipient de glace, sorti directement du congélateur, ils jouent à placer et replacer des figurines. Si les enfants raffolent tant se salir les mains lors de l'activité de peinture, l'explication réside en grande partie dans le plaisir d'aller les laver ou du moins de faire couler l'eau sur leurs mains. Dans l'évier, ce qui attire leur attention, ce sont les couleurs, les dépôts et les coulisses de peinture. Les jeux d'eau comptent parmi les plus libérateurs et les plus profitables que l'on puisse offrir à l'enfant. Cet enfant est en train de découvrir que la couleur du papier crêpé se dissout et colore l'eau. L'accès à l'eau peut se présenter dans différents contenants comme un plat à vaisselle, le lavabo, la baignoire et même dans la cuvette de toilette, propre et désinfectée bien entendu. Si l'on ajoute un peu de colorant à l'eau, on combine à la fois le jeu et les arts plastiques. L'intérêt est accru lorsqu'on actionne la chasse d'eau.
Le corps peut devenir le support à la création. Nous lui consacrons une section dans ce répertoire, même s'il s'agit plus d'un support que d'un lieu. Dessiner sur leurs camarades, c'est ce qu'on appelle en art de l'art corporel ou body painting. Après avoir observé un squelette, ils ont dessiné leur propre squelette sur toute la surface de leur corps. Ici, ils ont dessiné un fœtus sur une acétate, puis projeté leur dessin sur leur ventre à l'aide d'un rétroprojecteur. Fascinant, les voilà enceintes de leur bébé. Plaisir garanti quand vient le moment d'enrouler sur soi du papier de toilette, de dessiner sur le carton accroché dans le dos de l'éducatrice ou de dessiner sur le dos de son camarade et d'inviter celui-ci à reproduire sur une feuille au mur le dessin ressenti sur son dos. Le fait d'autoriser et d'encourager les enfants à être créatifs dans leur choix d'espace de création favorise l'utilisation de ces espaces d'une façon non conventionnelle et en fonction d'un mode que nous n'aurions probablement jamais osé proposer. Ils apprennent ainsi à faire des choix simples et à raffiner leur goût personnel. La seule consigne que les élèves ont, c'est de venir demander la permission à l'enseignante ou à l'éducatrice et qu'ensemble, ils vérifient si le lieu est sécuritaire ou non. La troisième vidéo que je vais vous présenter, je ne pourrais pas vous présenter tout, donc une section. Alors j'ai choisi le coin des blocs qui est tellement extraordinaire au niveau des avantages, au niveau sur le plan créatif, au niveau de la sculpture, de la possession de l'espace, l'équilibre que l'enfant a à comprendre s'il met les petits blocs en bas puis après les gros au-dessus, ça s'écrase. C'est très mathématique, c'est l'architecture, ça a tous les avantages. J'avais même lu une recherche qui disait que si l'enfant jouait dans le coin bloc de septembre à juin sans arrêt, il développait tous les aspects du développement global chez lui. Okay? Donc, j'en ai fait une grosse section parce qu'en plus, il y a différents types de blocs. Alors voilà, j'espère que vous allez avoir du plaisir à regarder les blocs. Le coin des blocs, wow! Il a comme objectif premier d'amener l'enfant à construire des structures où il découvre les relations spatiales. Le plaisir de construire est souvent aussi grand que celui de démolir et d'écouter les sons produits. Sur le plan émotif, un enfant timide peut se construire un espace clos pour y trouver refuge. En plus de développer la créativité et les habiletés motrices, il offre la possibilité de développer les principes de base à l'architecture par un processus d'essai et erreur. Certains enfants conçoivent et dessinent leur plan de leur construction. Un des attraits les plus importants des blocs de bois réside dans la grande flexibilité sur le plan de la dimension spatiale que ce jeu créateur permet. Ces constructions collectives favorisent la coopération et le développement des habiletés sociales et de communication. Les enfants ajoutent spontanément les voitures à leur construction. L'utilisation des tapis avec circuits déjà dessinés n'encourage pas la prise de possession de l'espace. En ajoutant des personnages s'ouvre alors une infinité de possibilités pour les jeux symboliques. La permission d'utiliser des chaises permet d'autres possibilités de création. Les enfants aiment naturellement déplacer les objets, quoiqu'en début d'année, ils sont moins entreprenants car ils ont peur que cette action soit interdite. Pour soutenir l'intérêt tout au long de l'année, l'adulte apporte des nouveaux matériaux et demande aux jeunes « Quel autre objet cylindrique pourrait-on apporter de la maison ?» et fait ainsi participer les élèves. Lorsqu'il ajoute des objets à sa construction, non seulement il prend plaisir à varier ses déplacements, mais il expérimente sa position par rapport à celle des objets dans l'espace. Il existe une grande variété de types de blocs pour réaliser de petites ou de grandes constructions. Chaque
type de bloc offre des défis de construction créative multiples. Les plus petits blocs développent la minutie, la concentration, la persévérance. Les blocs de construction magnétique favorisent le travail en hauteur, l'exploration des transparences et des ombres et le jeu avec les formes géométriques. En raison de leurs propriétés sonores, les blocs et les lamelles interpellent une autre dimension sensorielle de l'enfant. Les jeux de blocs placés sur une surface en miroir ou sur la table lumineuse en multiplient l'intérêt. Alors, c'était la présentation de mon livre, de mon beau gros livre de 272 pages avec beaucoup de photos couleurs, 800 photos. Je vous remercie d'avoir été là et à la prochaine.